Bonjour, ici Cathy Bellé pour vos nouvelles d'ici. En cette deuxième semaine de novembre, nos grands titres. Un plan de gestion des matières résiduelles sera déposé par les MRC d'Avignon et Bonaventure à la fin novembre. La Ligue de hockey élite de la Baie des Chaleurs débute sa saison. Télévague est allé aux nouvelles du développement des télécommunautaires du Québec. Des profits sont enfin faits pour la ville de Chandler. La grève sociale du 2-3 novembre passé a donné matière à réflexion. 2 jours de grève pour manifester contre l'austérité seront-ils suffisants pour faire bouger notre gouvernement? Pourtant, les moyens pris nous ont touchés. Lundi 2 novembre, temps tristounet pour traverser le parc et aller manifester à Sainte-Anne-des-Monts? Que non, le moral est au rendez-vous pour ces travailleurs du communautaire pour prendre l'autobus vers une grève à caractère original. Il y en a quelques-uns. Véronique Allard, agente de liaison au Rock Gym. On est dans votre quartier général, les préparatifs pour la manifestation à Sainte-Anne-des-Monts. Heureuse du taux de participation? Ah oui, vraiment, vraiment. Il y a eu une belle participation aujourd'hui. Beaucoup d'organismes étaient présents avec leurs membres. Donc, ça a été vraiment super. On a pu revenir sur des sujets d'actualité puis se préparer pour demain. On parle de combien de membres qui partent sur combien d'organismes? Pour toutes les MRC de la Gaspésie, puis je vais comprendre les îles aussi parce que notre région comprend la portion insulaire. Donc, demain, pour ce qui est de la Gaspésie, on a à peu près 150 personnes qui vont partir. Puis pour ce qui est des îles de la Madeleine, une trentaine de personnes aussi qui vont prendre part à l'activité demain. Parce que les îles de la Madeleine, eux, vont faire quelque chose sur leur territoire. Ça consiste à quoi? Les îles de la Madeleine vont faire une action sur le territoire, mais qui est en lien avec nous aussi. Donc, aujourd'hui, dans notre quartier général de la TOC Avignon et Bonaventure, nous avons préparé des factures. Ça s'est fait comme ça dans toutes les MRC et les îles de la Madeleine aussi. Donc, demain, les îles de la Madeleine, ça vont déposer l'ensemble des factures des organismes communautaires de la Gaspésie-les-Îles au député Germain Chevary, en lui demandant, bien sûr, d'aller donner ces factures-là à son collègue et ministre responsable de la région, M. Jean Damour. Et les gens à Sainte-Anne-des-Monts, qu'est-ce qu'ils vont voir ce mardi 3 novembre? En fait, demain, on va se mobiliser, on va manifester contre les mesures d'austérité du gouvernement Couillard. C'est vraiment un mouvement d'ensemble avec l'ensemble du Québec, mais on va aussi démontrer que c'est assez. C'est quoi l'austérité? On voulait l'imager. Donc, on a voulu l'imager par une prestation théâtrale assez particulière. Ce que les gens vont voir demain, c'est un virus austérité. Donc, on va le mettre en image, ce beau virus-là, et on va le démontrer par les gens autour. Le virus attaque. Qu'est-ce qu'on fait quand un virus attaque? On essaie de se protéger, et c'est ça qu'on va faire demain. Quelles sont les constatations des 300 autopsies réalisées jusqu'à maintenant? Les autopsies permettent, hors de tout doute, de croire qu'il s'agit vraiment du virus de l'austérité. D'accord. Et quels sont les symptômes? Disons d'abord que l'austérité est une maladie à déclaration obligatoire, considérant que celle-ci est hautement corrosive pour l'économie locale. D'accord, Mme Esther, mais les symptômes? Nous avons observé des symptômes tels que l'hypothermie bancaire, l'urticaire économique, démangeaison de fonds de tiroir, à force de gratter les fonds pour que les organismes puissent survivre. Ensuite, nous avons l'augmentation de globules, taux de chômage. On a aussi le moins agréable, la diarrhée verbale et plein d'autres encore. On va essayer de capter l'imaginaire pour piquer la curiosité assez pour que monsieur et madame tout le monde aillent lire. C'est quoi l'austérité? Puis on veut tout ça. Est-ce qu'on veut ça, nous? Et puis en même temps, on va en profiter dans le point de presse, bien sûr, pour déposer l'ensemble des factures de la Gaspésie-les-Îles et informer du manque à gagner. Qu'est-ce que vous allez chercher demain en autobus? Qu'est-ce que vous allez demander à M. Damour? C'est quoi votre manque à gagner? Bien, nous, à Centrelle, le manque à gagner est de 155 484 $. Donc, ça serait pour vraiment avoir un rendement optimal au centre de femmes. Donc, 4 travailleuses à temps plein à l'année, ce qu'on n'a vraiment pas présentement. Vous couvrez quelle région? Nous, on couvre la MRC Avignon. Donc, c'est de Maria jusque sur les plateaux de Matapédia. C'est quand même un assez grand territoire, comme les autres MRC en Gaspésie. Quelle est la facture que vous allez envoyer à M. Damour? Vous avez besoin de combien pour réussir en une année à desservir quand même 200 personnes? Sinon, votre manque à gagner aussi? Il est près de 250 000 $ parce qu'aux îles de la Madeleine et dans la MRC Haute-Gaspésie, les employés sont à temps partiel seulement 2 jours semaine. Fait que si on aurait quelqu'un, ça nous prendrait quelqu'un 5 jours semaine sur tout le territoire. Puis on ne travaille pas à l'année non plus. On doit avoir une période de chômage. Cette année, nous avons eu 3 mois de chômage. C'est la première année qu'on est si longtemps sur le chômage, par manque à gagner dans notre budget.
En lien avec ce qu'on avait besoin comme budget pour l'année financière et avec ce qu'on a reçu à la mission globale, plus l'autofinancement quand même, on autofinance certains services, on a quand même une belle collaboration du milieu, mais on a quand même un manque à gagner de 124 000 $ pour le Centre d'action bénévole Saint-Siméon-Port-Daniel pour l'année 2015-2016. On a une perte de temps de recherche de financement aussi considérable avec la reddition de comptes. À toutes les fois qu'on fait on va chercher du financement par projet, mais là, il faut monter le projet. Là, il faut l'opérer dans le cadre qu'on nous le donne. Au lieu de tout simplement faire notre mission pour répondre exactement aux besoins des jeunes, bien, on est un peu on est désavantagé à cause de ce manque de financement-là. Les besoins sont nombreux, récurrents, et tous les moyens sont pris pour faire passer le message. Des femmes se sont rencontrées à Bonaventure pendant les 2 jours de grève sociale pour discuter et mettre par écrit ce qu'elles vivaient depuis l'imposition du régime fait par M. Couillard. Monsieur le Premier ministre, au cours de la journée du 2 et 3 novembre, nous avons été plusieurs femmes à répondre à l'invitation de Femmes en mouvement, le Centre de femmes de la MRC. Lors des activités offertes dans le cadre de la grève sociale, nous avons discuté des impacts de vos décisions sur nous et nos familles. Au fil des échanges, nous avons constaté que depuis 5 ans, aucune de nous n'avait vu ses conditions de vie s'améliorer. Nos revenus n'augmentent pas, mais tout le reste, oui. On dit, selon votre gouvernement, nous vivons au-dessus de nos moyens. Nous devons nous serrer la ceinture. La dette de notre province serait incontrôlable. Alors, pourriez-vous nous expliquer pourquoi l'austérité ne touche pas l'ensemble des citoyens et citoyennes de la même façon au Québec? Comment pouvez-vous accepter que des chirurgiens reçoivent 3 750 $ par période de 24 heures de garde, qu'ils opèrent ou non, donc en lien avec la nouvelle qu'on avait lue hier? Pourquoi les primes de rendement des cadres et hauts dirigeants de la Caisse de dépôt, de la SAQ et d'Hydro-Québec augmentent toujours? Comment pouvez-vous investir, entre guillemets, 1,32 milliard dans Bombardier, alors que les 5 hauts dirigeants se sont versés 21 600 000 en 2014. Comment justifiez-vous l'augmentation des coûts d'électricité alors qu'Hydro-Québec empoche des profits records chaque année? Puis on constate que le gouvernement ne fait que ça, mettre en péril des services qui existaient en santé. Qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement coupe. On le voit ici, on est en région, on le constate. Ils coupent, puis là, bien, à force de couper, nous autres, on se met à chialer contre les services qui nous sont donnés, pas nécessairement contre les employés, parce qu'on voit bien que les infirmières font leur maximum, que les ergothérapeutes aussi, que tout le personnel de soutien font leur maximum, mais on n'arrive pas à obtenir les services. Fait que dans pas long, moi je dis d'ici 4-5 ans, on va se mettre à chialer puis à dire ça n'a pas d'allure, le réseau de santé ne nous donne pas de services. Puis à partir du moment où on va commencer à dire ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le gouvernement va dire, bien écoutez, on voit que le gouvernement ne peut pas offrir des services aux citoyens et citoyennes du Québec et on va faire appel au privé. Donc, là, on parle de privatisation dans le réseau de la santé. L'éducation, bien, il y a déjà des écoles privées. On sait qu'on contribue aux écoles privées, hein, ils ont des subventions. Il faut se demander, est-ce qu'on trouve que c'est normal que des écoles privées aient des subventions quand on coupe autant dans les écoles publiques? Fait qu'on voit que la façon du gouvernement de faire présentement, c'est de mettre à mal nos services. Puis à partir de ce moment-là, quand on va commencer à se plaindre, il y a forte chance que le gouvernement nous dise, bien écoutez, là, on n'est pas capable de les offrir, fait qu'on va aller voir le privé. Là, j'ai décidé de dire, parce que hier, ensemble, on se disait, bien peut-être que finalement, le premier ministre, il ne connaît pas notre réalité. Hein? Je veux dire, Québec, Parlement, peut-être que finalement, il ne sait pas ce qu'on vit. Fait que j'ai mis un petit paragraphe où j'ai repris certaines choses qu'on s'était dit. Donc, je dis, ici, chez nous, la réalité, c'est que près de 6 femmes sur 10 touchent moins de 20 000 $ et que la Gaspésienne représente 80 % des effectifs du réseau de la santé et des services sociaux, 70 % du personnel enseignant dans les commissions scolaires, 57 % des fonctionnaires d'État, ainsi que l'immense majorité des travailleuses du milieu communautaire. Un plan de gestion de nos déchets sera bientôt déposé par les MRC d'Avignon et de Bonaventure.
Le projet sera-t-il à la mesure de nos attentes en environnement? Les poubelles passent chez chacun. Le recyclage, parfois moins souvent, et l'on compte sur le bout des doigts les municipalités qui offrent le service de cueillette des aliments à composter. Pourtant, à la MRC Rocher-Percé, on offre le service. Nous payons tous des taxes à la municipalité. Si vous croyez être mal desservi, vous pouvez le dire dans votre patelin, mais le citoyen détient une tribune plus grande, car ce sont les MRC qui veillent aux collectes de toute forme de déchets et à la redistribution des richesses qu'elles génèrent. Les MRC de Bonaventure et Avignon vont déposer une proposition de projet concernant la collecte des résidus résidentiels, commerciaux et industriels. Ce projet n'a pas été revisité depuis 2004. On s'attendait à de grands changements vu l'évolution de notre conscience environnementale et pourtant, dans ce projet, vous verrez que les municipalités, sous le chapeau des MRC, rejettent majoritairement la collecte du compostage. On remet ce volet à 2022. Quelqu'un qui composte va voir diminuer de près de 70-80 % son sac d'ordures qu'il dépose au chemin. On estime à 700 kg le poids de déchets par habitant. 700 kg peut être le poids d'un cheval, 3500 fois ce poids enterré aux lettres par année. Enlever le poids du compostable et le dépotoir ne grandirait pas si vite. Pourquoi remettre à plus tard la collecte du compostage? Parce qu'enterrer rapporte aux municipalités. Il y a un montant versé pour chaque tonne enterrée et recueillir le compostage coûte de l'argent. Le citoyen paie des taxes pour le ramassage de ses ordures, la ville reçoit une ristourne pour l'enterrement des résidus et plus il y a d'entreprises sur le territoire, plus les déchets s'accumulent et deviennent payants. Le gouvernement du Québec prévoit bientôt pénaliser les MRC qui ne composteront pas. Ils diminueront l'argent reçu des vidanges enterrées. Cet incitatif sera-t-il assez grand pour que nos MRC suivent le pas à celle de Rocher-Percé? Ou le citoyen devra-t-il intervenir pour demander ce service auquel il a droit? Après dépôt du projet à la fin novembre, des consultations publiques se tiendront à Matapédia, New Richmond et Passepébiac. Commentaires et mémoires de groupes environnementaux seront recueillis, puis le projet sera revisité à la lueur de nos demandes et contestations possibles. Après des années difficiles, la ville de Chandler semble retrouver un équilibre financier. La mise en œuvre d'un plan de redressement a permis à la Ville de terminer l'exercice financier 2014 avec un surplus de 160 795. Je peux vous dire que depuis 2009, on n'a que fait des exercices de rationalisation. Puis je pense que ça a été très difficile. On a eu des bouts très difficiles après Gaspésia, puis ensuite ça a été, différents revenus qui ne parviennent plus du gouvernement. Mais on arrive quand même à passer au travers. On a hâte de respirer. Ça devrait se faire vers la fin 2017-2018, là, on va commencer à être en voiture. Fait qu'on a bien hâte que cette période-là finisse. Mais on s'organise toujours, on n'est pas en péril, la Ville n'est pas en péril et personne ne l'est non plus. Télévague est allé se ressourcer auprès de ses pairs et nous ramène des nouvelles de la télé communautaire. En octobre dernier, on est allé au congrès, c'est le 16e congrès, je pense, des télé communautaires autonomes du Québec. Alors, ça nous a permis de réfléchir sur l'importance des télés communautaires dans notre société. On est revenu avec un bagage d'informations. Je pense là qu'on voulait faire bien des choses. Et je pense que le plus important du congrès, c'est sûr qu'il y a eu l'Assemblée générale, il y a eu plein d'activités, mais c'est se rassembler entre les dirigeants des télé communautaires, puis de parler de nos forces et nos faiblesses. Puis je peux te parler un petit peu de la Fédé. La Fédé des télés qui est née, ça fait 16 ans. Elle est là pour nous représenter. C'est ça, plus qu'on est, mieux que c'est, hein, c'est mieux. Alors, elle est là pour nous représenter auprès des paliers gouvernementaux, auprès d'autres bailleurs de fonds. Alors, c'est très important d'avoir cette ressource-là qui est là pour, justement, pour nous appuyer, pour nous supporter, pour nous épauler. Et quand vous êtes revenu de votre congrès, on vous a parlé de mettre
peut-être en commun certains projets de chaque télévision. Il y a quand même 38 télévisions 38 communautaires au Québec. télécommunautaires autonomes au Et Québec. vous pourriez avoir un réseau offert par la Fédé sur lequel vous pourriez déposer des émissions et les autres pourraient les utiliser. Comment ça pourrait fonctionner? Absolument. Ça, c'est pas encore... ben, disons, là, on n'a pas parlé. C'est à court terme. Bientôt, on va être capable... il y a un site sur la Fédé qui va être installé pour envoyer nos émissions. Disons une émission générale, OK? Que tous les télés peuvent écouter ou peuvent diffuser sur leur canal communautaire. Télévague aussi, vous êtes allé voir pour aller chercher un fonctionnement ou du moins un soutien pour faire de l'archivage. C'est ça, Cathy. L'an dernier, moi, je n'étais pas présente à la rencontre, mais la ministre Hélène David, du ministère de la Culture et des Communications, avait annoncé une somme, une aide financière de 750 000 $ pour les télés communautaires, pour l'archivage. Bon, on en a parlé cette année, on n'a pas reçu encore, la Fédé n'a pas reçu l'argent, les argents nécessaires pour employer quelqu'un. Pour l'archivage et le numérique, mais on a jusqu'au mois de mars. Alors, il y a des pressions qui vont être faites auprès du ministère de la Culture pour débloquer ces argents-là. Alors, on est à 99% sûr là, de l'avoir parce qu'elle a annoncé en public. Télévague est quand même assez particulière. Elle réussit à avoir, bien sûr, de l'argent des gouvernements, mais aussi, elle va chercher beaucoup dans son milieu une part de son argent. Bien, c'est sûr. Ça ne sera pas des milieux qui nous épaulent, qui nous... de la fidélité de tous les gens de notre collectivité. C'est sûr qu'on ne pourra pas fonctionner. On a beaucoup de membres. On a tout un membership. On a au-delà de 300 membres. Ce qui est une des faiblesses des autres télés. Nous, c'est notre force d'avoir des membres. Alors, on a au-delà de 300 membres, entreprises, organismes et individuels. Oui, des choses très intéressantes. Le but de ma visite au Congrès, c'était justement de rencontrer ces fournisseurs-là, dans le but de compléter notre virage en haute définition, qui devrait se faire au cours de l'année 2016. Donc, présentement, on a déjà les caméras sur la route qui sont prêtes à faire du HD, mais ce qui nous reste à faire, c'est convertir les caméras studio et la régie, qui comprend aussi le montage. Donc, ça devrait se faire cette année. Donc, c'était vraiment le moment d'aller les rencontrer pour voir quels sont les nouveaux produits, qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Donc, on parle plus juste maintenant de HD, on parle de 4K. Donc, les gens disent « ouais, mais c'est pas mal loin, le 4K, on vient juste d'avoir des stations HD ». Oui, mais les produits ne sont pas beaucoup plus chers. Puis, tant qu'à faire un changement, je pense qu'on va aller dans ce sens-là. Donc, on a appris ça, que l'avenir est dans le 4K. C'est que la plupart des appareils sont renouvelés maintenant, mais en 4K. Et c'est quoi le 4K, Marc? Le 4K, c'est le Ultra HD. Donc, c'est 4 fois plus de définition que la télévision HD actuelle. C'est sûr qu'au Québec, on ne connaît pas ça présentement. Il y a présentement des téléviseurs à 4K qui se vendent, mais sans plus. Mais au Japon, c'est déjà en route depuis plusieurs années. Donc, c'est l'avenir de la télévision, on va passer par là. Pour l'instant, nous, on va commencer par une conversion au HD. Puis, c'est ça, on sera prêt pour les prochaines années. J'en profite pour vous rappeler que l'Assemblée générale de Télévague se tiendra mardi, le 17 novembre à 19h à Saint-Godefroy. Parlons hockey. Pendant que l'Amiral de Grande-Rivière gagnait son premier match 7-3 contre Port-Daniel-Gascon, nous sommes allés voir deux autres équipes de la Ligue élite de la Baie des Chaleurs. Avec 16 parties à jouer par équipe, elles sont 5, la Ligue de hockey élite de la Baie des Chaleurs est en mesure de fidéliser son public. Les fans au rendez-vous ont supporté l'équipe gagnante au classement de l'an passé, les Caïens, qui, malgré le décorum, ont perdu le match contre le Squall de Carleton par 1 point. Israël Arsenault. Assistant capitaine de... La saison s'annonce bien mouvementée si on se fie au pointage final de 6-5 pour le Squall. Sans vouloir mettre de pression, le jeu génère des défis, de l'intérêt, et ce, dans un contexte de ligue développée pour le plaisir, le sport et la relève du milieu. On n'est pas légalement constitué en tant qu'OBNL. En tant que ligue, c'est un peu la même chose.
Présentement, on n'est pas constitué en tant que ligue, mais la gestion de la façon qu'elle se fait, les sous viennent, les sous rentrent, s'en vont dans des organismes. Mais la ligue en tant que telle ne gère pas de sous, là, vraiment. Là. C'est plus les équipes qui gèrent leur propre budget, les in et les out. Si on a les moyens, on le redonne. Par exemple, Bonaventure, on peut les féliciter pour ça. L'année dernière, avec ce qu'ils ont fait dans l'année, ils ont redonné 8 000 dans la communauté cette année, à l'année 1. Fait que 8 000 dès la première année de fonctionnement, c'est excellent, puis ils redonnent ça dans la communauté. Carleton, on a pogné un 3-4 000, si je me souviens bien. On vise à augmenter ça. C'est pour une bonne cause. On s'amuse pour une bonne cause. Est-ce que vous êtes entraîné un peu avant le début de la saison? Comment ça a fonctionné pour Carleton? On a eu quelques... L'aréna ouvre à Carleton fin septembre. Ça commence avec un tournoi d'ouverture de saison, blablabla. Puis après ça, les gars commencent à se rencontrer. Nous autres, on a eu 4-5 pratiques. On a eu un match hors concours aussi contre New Richmond. Ça a très bien été. On a gagné. Mais au-delà de ça, il fallait mettre en pratique le système, etc. Puis ça a très bien fonctionné. Ça fait que on est prêt pour commencer. Il nous manque quelques morceaux ce soir. C'est la chasse au chevreuil en Gaspésie. C'est une drogue, une maladie. Là. Mais ça va très bien aller, là, je ne suis pas inquiet du tout. On a eu le grand plaisir d'éliminer Bonaventure en première ronde. On a perdu un final contre l'équipe de Passe-Lébiac l'année dernière à 5 matchs, effectivement. Et est-ce que vous avez la même équipe que l'année passée? C'est très similaire, retour de beaucoup de vétérans, ajout de quelques jeunes. T'sais, on en parle souvent, un des objectifs de cette ligue-là, c'est de promouvoir la continuité après le hockey mineur. Cette année, on est chanceux, on a 3 jeunes, là, 2 qui sortent littéralement du hockey mineur, étaient midget l'année dernière, puis on a un 3e qui est un peu plus vieux, là, mais ça fait que justement, eux autres, ils ont l'opportunité de jouer du hockey organisé après le hockey mineur, ça fait qu'on comble un besoin, on est très fiers de ça. Qu'est-ce que je dis aux gars, moi, c'est de s'amuser, avoir du plaisir, puis pas stresser avec ça, parce que c'est juste une game de hockey. Il y a d'autres choses de pire que ça dans la vie, perdre une game de hockey. Puis est-ce que tu leur assures une bonne rotation? Oui, une très bonne rotation. On a 3 trios. Avec 5 défenseurs, comme ça, on peut faire jouer tout le monde sans que personne soit fatigué. Toujours pour la Ligue de hockey, vendredi 13 prochain, Grande-Rivière sera à Port-Daniel à partir de 20h30 et vous aurez 2 matchs samedi le 14, soit Bonaventure à Carleton à 20h et New Richmond à Grande-Rivière à 20h30. Télévague tient à féliciter Mme Leboutillier pour sa nomination comme ministre au Revenu national. Diane Leboutillier nous a donné beaucoup d'entrevues comme préfet à la MRC Rocher-Percé. Nous vous saluons, Madame la ministre. Il y aura grève les 12 et 13 novembre prochains. Les professeurs, le syndicat des travailleurs de l'éducation de l'Est du Québec, le syndicat des professionnels et professionnels de la Gaspésie et des îles déclencheront 2 journées de grève légale le jeudi 12 novembre et le vendredi 13 novembre pour toute la journée, les 2 jours au complet. Cette grève étant considérée légale, la commission scolaire René Lévesque se voit dans l'obligation de suspendre les cours, les activités au préscolaire, au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et aux adultes. De même, toutes les activités des services de garde et le transport scolaire seront aussi suspendues lors de ces 2 journées. Et si vous participiez cette année à Noël au village, le dimanche 13 décembre prochain, Noël au village présentera sur le chemin du village alors à Nouvelle son 9e défilé de Noël. Le défi vous intéresse? Vous avez le goût de vivre et de faire vivre cette magie aux tout petits comme aux plus grands, de mettre la main à la pâte et contribuer à faire de cette édition un moment mémorable quelques jours avant Noël. L'événement est vraiment particulier et chaleureux. Eh bien, une place vous attend, que ce soit à titre de bénévole à la sécurité, au costume, à l'accueil, figurant durant le défilé, à la confection des chars allégoriques, commanditaire du défilé. Joignez la parade. Il y a plusieurs postes à combler, comme bénévole, comme commanditaire, comme personnage. Venez vous amuser ou venez avec votre famille assister à ce défilé. Si vous voulez des renseignements, vous faites Noël au village à commerciallive.ca. Noël au village à commerciallive.ca. Ils ont aussi une page Facebook. Après la pause, nous aurons une entrevue avec Bill Beaucire d'Environnement Vert Plus et nous aurons aussi 2 chroniques, une couleur du monde avec l'illustratrice Mylène Henry et une chronique tendance où nous parlerons des drones, cette nouvelle technologie qui sillonne nos ciels pour faire de belles images. Restez avec nous.
Il ne peut pas arrêter l'érosion des berges du Saint-Laurent. Il ne peut rien faire contre les inondations. Elle ne peut pas empêcher notre santé de se détériorer. Il ne peut pas lutter contre le smog qui couvre la ville. Mais nous le pouvons. Faisons-le pour eux. Voyez comment le Québec fait sa part dans la lutte mondiale contre les changements climatiques. Bonjour, Bill Beaucé. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien. Oui. Je t'ai connu comme slammer. Tu travaillais avec des jeunes. Tu les faisais parler de plein de choses qui les tenaient à cœur. Et là, ben, je vois qu'il n'y a pas juste la langue, les mots qui t'intéressent. Il y a aussi tout l'environnement. Tu es un citoyen quand même assez engagé. Puis c'est là-dessus que j'aimerais qu'on t'étudie ce matin. Vas-y, scruter. Oui, t'es porte-parole pour Environnement Vert Plus. C'est quoi ça, Environnement Vert Plus? Environnement Vert Plus, c'est un comité de citoyens qui a une trentaine d'années d'existence et qui se veut une sorte de chien de garde environnemental. Donc, on sonne l'alarme quand on considère qu'il y a lieu que la population se pose des questions sur ce qui se passe. On fait de l'éducation populaire aussi, beaucoup. La sensibilisation à différents enjeux aussi. Ça veut dire que vous vous rencontrez une fois de temps en temps, puis quand il y a des crises, ben il faut se rencontrer un petit peu plus? Voilà. Fait que vous vous rencontrez pas mal ces temps-ci? Ben là, de ces temps-ci, on pourrait être là-dessus à temps plein, mais on est tous du monde qui ont une vie en dehors aussi. C'est notre bénévolat. Il y en a qui collectionnent les vieilles pièces de monnaie puis les cartes de hockey. Nous autres, on collectionne les aberrations environnementales. On a une bonne collection de ce temps-là. Alors, qu'est-ce qui se passe de terrible? Par exemple, on voit sillonner sur nos routes des gros camions bien recouverts d'une belle toile. Ça, c'est plein de résidus pétroliers, je crois. En fait, les gros camions qu'on voit passer, il y en a beaucoup qui viennent de Gaspé parce qu'il y a l'opération de décontamination du port qui est en cours. Donc, c'est des bouts de dragage qui sont amenés jusqu'à Belle-Dune pour être compostés là-bas. OK. Alors, on prend les restants de la terre du port de Gaspé et on amène ça en camion jusqu'à Belle-Dune pour composter. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce compostage-là? C'est dur à dire, mais sur le site de la compagnie qui procède à l'opération, ils mettent ça dans des sacs puis ils leur vendent. OK. Ça fait qu'eux, ils prennent... mais qu'est-ce qu'il y a dans un port comme à Gaspé? Qu'est-ce que tu peux retrouver dans la terre? Selon le rapport du BAP qui a été émis par rapport à ce projet-là, c'est contaminé aux hydrocarbures aromatiques polycycliques, les HAP, puis c'est contaminé au cuivre beaucoup aussi parce que c'est surtout les résidus de la mine de cuivre qu'il y avait à Murdoch. C'est le genre de sujet auquel vous vous intéressez chez Vert Plus? Oui. OK. Ça, on est à Caplan. Entre Caplan et Saint-Alphonse, il y a un gros dépotoir dans lequel on va aller mettre nos résidus aussi. Oui. Maintenant, on appelle ça un lieu d'enfouissement technique. Ça a l'air beaucoup plus propre qu'un dépotoir. Et oui, c'est là où toutes les matières résiduelles, autant domestiques qu'industrielles, vont terminer leur cycle. On va enterrer ça dans le trou là-bas. OK. Parce que ces gros camions-là qui sillonnent nos routes et les démolissent passablement vont aussi des fois s'arrêter au dépotoir. On en a vu quelques-uns cet été. On a posé la question au monsieur qui travaille là-bas, puis il me dit que, bon, ils ont aidé à déloader Gaspé, m'emmener, mais maintenant, il n'y en a plus. Mais ces gros camions-là, qu'est-ce qu'ils pouvaient amener au dépotoir de Saint-Alphonse? On a su que les bouts de forage de Gaspé avaient été amenés là-bas. Gaspé ont un lieu d'enfouissement technique aussi, mais ont changé leur tarification puis ont changé leur procédure pour l'entrée des matières résiduelles. Donc, ils se réservent le droit de faire une contre-expertise aux frais du promoteur. Ce qui fait que ça devient une option moins économique. Donc, c'était plus cheap de venir à Saint-Alphonse. Parce qu'à Saint-Alphonse, ils ne demandent pas la contre-expertise? Parce que si je comprends bien, si tu arrives avec ton camion avec des résidus dedans X, Y, Z, ça te prend un papier pour entrer au dépotoir puis mettre tes choses.
Mais ce papier-là confirme, est fait par la compagnie. Salut, moi j'ai ça dans mon camion, puis il faut que tu me crois. C'est ça. Puis là, je te fais rentrer. Alors que Gaspé, qui est vraiment éveillé au niveau environnemental, en tout cas, essaye de montrer qu'ils le sont. OK. Eux, ils demandent à la même compagnie de payer une deuxième fois pour avoir un rapport d'une firme externe. Ce qui fait que ça devient une option moins intéressante pour eux, ce qui fait qu'ils cherchent un autre endroit pour aller porter leurs résidus. Parce que l'industrie pétrolière qui est en train de s'installer en Gaspésie va avoir un grand besoin de disposer de ses résidus dans vraiment pas longtemps. Junex, actuellement, ont un projet de creuser 30 puits supplémentaires. Ça fait pas mal de tonnage, ça. Il faut faire quelque chose avec ça. Puis, si on se fie sur la compagnie, c'est jamais bien contaminé, sauf que ce qu'on sait, c'est que c'est un mélange de tout ce qu'il y a dans le sol le long du chemin. On sait aussi qu'en Gaspésie, il y a des traces d'uranium un peu partout. Donc, à travers les bouts de forage, souvent, on va en retrouver un peu. On va retrouver des additifs pour que ce soit plus fluide aussi. Bon, fait qu'on peut forer, on peut prendre ces matières-là, il faut les amener ailleurs. On ne sait pas exactement où est-ce que ça en va, mais si toi, tu es un environnementaliste averti puis tu ne sais pas où est-ce que ça s'en va, moi qui est un peu Madame Tout-le-Monde, je ne sais pas non plus où est-ce que ça s'en va. Qui peut me répondre où est-ce que ça s'en va? On peut essayer d'appeler au ministère, à Caplan, qui vont nous dire d'appeler à Sainte-Anne-des-Monts, qui vont nous dire d'appeler à Gaspé, qui vont nous dire d'appeler à Québec, qui vont nous dire de rappeler à Caplan, puis on ne saura toujours pas où est-ce que ça s'en va. OK. Éventuellement, on multiplie les sous-traitants le long de la gestion, pour la gestion de la filière des matières résiduelles. Il y a beaucoup de sous-traitance. Donc, on va vendre le contrat d'en disposer à quelqu'un qui va assumer la responsabilité à partir de là. Donc, c'est pas un coup que le camion les a pris, c'est plus la responsabilité de la compagnie. Sinon, est-ce que vous avez d'autres bons dossiers dans le genre sur lesquels vous émancipez? On a une des usines qui sera la plus polluante du Québec, même si on nous la promet comme étant la fine pointe de la technologie. La cimenterie de Port-Daniel, avec la combustion annoncée de charbon et de coke de pétrole, a l'air, vu d'ici, de faire partie du problème beaucoup plus que de la solution. Puis c'est un autre projet où la population n'a pas eu son mot à dire en nulle part. Bien, c'est sûr qu'une usine, c'est là pour faire un produit, pour faire de l'argent, ça a une denrée économique, faire travailler le monde, c'est pas du tout un projet environnemental, même s'ils trouvent des technologies pour amenuiser le mal, c'est quand même un gros trou qu'on fait là, avec beaucoup de poussière qui s'en va dans l'espace. Surtout beaucoup de combustion pour produire l'énergie qui est nécessaire à la calcination du calcaire. Ça prend une source de combustible qui est abondante. Et ce combustible-là, on va le chercher où? Bien, là, de ces temps-ci, on parle de biomasse pour acheter de l'image verte un peu. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'ils vont commencer à opérer au coke de pétrole et au charbon. Le coke de pétrole, c'est lors du raffinage du pétrole, tout le carbone qui est retiré. C'est ça, le coke de pétrole. Le carbone et les résidus de raffinage. Okay. Bon, ben c'est bien parce que la cimenterie va, à quelque part, aider nos pétroles canadiens de l'Ouest à écouler de leur stock. Oui, en fait, ce résidu-là est très encombrant. Mm-hmm. La gestion des matières résiduelles, c'est une problématique autant domestique qu'industrielle. Puis le coke de pétrole, ben ça coûte pas cher. Puis c'est abondant. Il n'y a personne qui n'en veut parce que, c'est ça. Mais eux, ils vont être capables de faire quelque chose avec ça ils vont le brûler. Il y a Orbit aussi, qui est un autre gros projet qu'on a en Gaspésie actuellement, qui est un procédé de raffinage de terres rares expérimental, puis qui est assez préoccupant, qui va générer aussi des déchets dont c'est pas évident de se débarrasser, qui a la même problématique que la filière pétrolière ou que la cimenterie, c'est-à-dire que la population n'a jamais été consultée sur l'implantation sur son territoire de cette filière-là. C'est aussi un gouffre énergétique, donc ils vont avoir besoin de quelque chose à brûler eux autres aussi. Ils sont en train de tracter avec l'industrie pétrolière pour pouvoir brûler du gaz naturel. Fait qu'on voit assez rapidement que tout ça se tient ensemble. C'est une espèce de triangle. C'est des gros réseaux qui s'installent ici. Personne n'est consulté, mais ils s'installent pareil au détriment de la santé du territoire, même si ça rapporte de l'argent, même si ça fait travailler un pourcentage X, même si ça nous permet d'amener un peu plus d'argent. À court terme, ça scrape
tout. À moyen et long terme, ça peut laisser aussi des résidus. Et qui leur donne le droit de venir s'installer comme ça? Avec qui ils font affaire si nous, on n'a rien à dire puis on n'est jamais... Bien, théoriquement, on aurait quelque chose à dire via nos gouvernements, mais actuellement, on ne sent pas qu'on a une grosse prise de ce côté-là. Là. Non, ça c'est sûr. Bien là, c'est ça, on avait un gouvernement, c'est ça. On verra s'il y aura vent de changement, là, mais c'est vraiment une vente de territoire au plus offrant, finalement. Puis ça se passe assez rapidement. Tu sais, là, 4-5 ans, ces projets-là n'étaient pas tant que ça sur la table, puis là, ils sont tous là, puis ils se justifient l'un l'autre. Ils ont besoin l'un de l'autre pour opérer. Puis à partir de quand il y en a un qui passe, bien, il y en a un autre qui vient. Puis... Est-ce que c'est le même système qui est mis en place par les grands et les gros de ce monde? C'est le même système qui avait été mis à l'époque, par exemple, pour l'industrie du bois. Cette manière de sortir tout le bois, ça fait travailler beaucoup de monde, mais tu sais, à cette heure, ça fait des problèmes climatiques hallucinants, là. Oui, puis du bois, il n'en reste pas tant. Fait qu'il faut sortir d'autres choses. Puis tant qu'on va sortir de la matière brute, pas transformée ou pas beaucoup, ben on va être un État ressource. Puis si on a une région ressource, il doit y avoir une région siphon quelque part qui profite parce qu'au final, c'est pas nous autres que ça paye. Non, parce que même qu'on nous coupe tous nos services ici, alors on nous coupe notre territoire, on nous coupe nos services, on essaie de décimer la population. Par contre, on est capable d'extirper plein de choses du territoire. C'est une belle histoire qu'on raconte. Ben oui, j'espère que ça ne passe pas trop de bonheur le matin parce que le monde va être déprimé. Oui. Mais elle est plate, mon histoire, mais c'est comme ça que ça se passe. Oui. Alors, il y a quand même des bons coups qui sont faits? On essaye de temps en temps d'avoir un peu d'influence sur ce qui se passe en sonnant la cloche, en étant tout le temps contre tout. Les environnementalistes sont beaucoup étiquetés comme étant tout le temps contre tout. On est toujours contre la même affaire, mais en ramenant dans l'actualité, en ramenant dans les sujets de conversation des gens la préoccupation de ce qui se passe avec leur milieu de vie, bien, on espère que ça va permettre à un peu monsieur, madame, tout le monde de se questionner sur ce qui se passe chez eux, puis éventuellement d'avoir peut-être un impact quelque part. Oui, puis justement, quand on questionne, par exemple, les municipalités ou les instances gouvernementales, ils vont toujours dire qu'il faut développer une culture populaire. Ils renvoient finalement le pouvoir aux citoyens en disant « bien recyclez, faites vos choses, compostez ». Ils nous demandent de faire ça. Mais quand tu vas dans leur manière de gérer le territoire, en gros, eux autres, ils ne respectent pas le recyclage, ils ne respectent pas nécessairement ce en quoi ils nous demandent de travailler. Ouais, c'est bizarre comme système. Pour illustrer ça un peu, le citoyen va faire son compost à la maison parce que ça fera ça de moins de matière à envoyer au lieu d'enfouissement technique qui est une propriété des municipalités. Par contre, les municipalités, au bout de l'année, selon le tonnage qui a été traité au lieu d'enfouissement technique, si ça génère un profit, vont récupérer une ristourne là-dessus. Donc, ça devient payant pour les municipalités qui aient beaucoup de déchets d'envoyer. Donc, les efforts de réduction à la source ne seront pas nécessairement appuyés tant que ça. Puis, les questionnements environnementaux, par exemple, est-ce qu'on devrait prendre les matières résiduelles de l'industrie pétrolière dans le LET? Bien, ça va rencontrer une certaine opposition parce que c'est ces matières-là qui permettent de dégager un surplus puis un profit qui est retourné aux municipalités. Donc, ça vient un peu museler le pouvoir citoyen de décider ce qui se passe avec ces matières résiduelles-là. Parce qu'on veut qu'on se prenne en charge, il faut faire de la culture. Nos grands-pères, nos grands-parents ne demandaient leur pas de faire du compostage, c'est complètement difficile, mais on va les plier, puis on va les mettre à ça. Puis sur notre petit territoire, dans notre jardin, ça va très, très bien. On est content de le faire, c'est une culture qu'il faut faire, mais il faut aussi, à l'échelle plus grosse, il y ait un respect. Puis là, ils sont en train de travailler sur... je suis pas bonne, moi, sur un plan de gestion des matières résiduelles. C'est de ça qu'on parle depuis l'entrevue. Et ils ont reporté la date pour rendre obligatoire le compostage? Oui, le compostage va devenir obligatoire à la grandeur du territoire québécois. Ça devait être d'ici 2020, puis là, dans le dernier pacte fiscal, ça a été repoussé de quelques années.
Donc, pourquoi ils repoussent? Parce C'est quoi que ça les coûte, prétextes parce que qui ça sont coûte sortis? cher s'installer une plateforme de compostage, puis que ça fait une dépense de plus pour les municipalités. Donc, ils ne sont pas pressés d'aller dépenser là, puisque ça va être une dépense, puis ça ne sera probablement pas un revenu. Puis que ça vide nos vidanges, alors les ristournes sont moins grandes pour les municipalités au niveau du déchet régulier. Oui. Mm-hmm. Donc, actuellement, à Vers Plus, une des actions que l'on fait, c'est d'envoyer un modèle de résolution à toutes les municipalités pour leur demander de faire pression pour que le LET soit utilisé uniquement à des fins domestiques. Et à des fins domestiques de la MRC de Bonaventure et d'Avignon. C'est pourquoi il a été créé. Parce que si on se met à ramasser les déchets industriels de toute la péninsule, ben on va réduire la durée de vie de cette infrastructure-là. Il va être plein. Le trou va être plein plus vite. Si le trou est plein plus vite, il va falloir en aménager un autre. Ça va être encore à nos frais. Puis notre territoire est quand même, parce qu'il enfouissent quand même, là. Ça fait que c'est pas super bon pour l'environnement alentour. Ça fait que si c'est plein, ils vont en faire un autre, toujours sur notre territoire, parce que notre territoire, on le vend pas cher. C'est ça, c'est en gros? C'est à peu près ça. Puis toi qui habites quand même tout près de ces lieux-là, je crois, tu avais un ruisseau qui, encore un an, te donnait du poisson. Oui. Et qu'est-ce qui se passe avec ce ruisseau-là, Villebois? Ben, on a appris récemment que le lieu d'enfouissement technique, qui avait l'habitude de rejeter ses effluents dans un tributaire de la rivière Saint-Siméon, maintenant est en train de s'installer pour pouvoir rejeter aussi dans le ruisseau Leblanc, qui est un ruisseau beaucoup plus petit, mais qui a un débit continu, alors que le tributaire de la rivière Saint-Siméon, lui, il est intermittent. Donc, en ayant un débit continu, on peut diluer à l'année au lieu d'y aller par roche, par période. OK. Et puis, ça permet de flusher d'un côté ou de l'autre. Fait que le dépotoir, lui, on enfouit, mais il y a des jus qui se créent, qui s'en vont dans ces petits ruisseaux-là. Le cycle de l'eau ne change pas parce que c'est un dépotoir. La goutte d'eau qui tombe du ciel, elle va tomber quelque part. Puis elle va ruisseler, puis elle va se ramasser à la mer. La goutte d'eau qui a tombé sur le dépotoir, elle va ramasser tout ce qu'il y a le long de son chemin avant d'aller se mélanger au restant du lexivia. Là, ça va être traité, puis on va nous dire que ça va être traité tellement beau puis propre qu'il n'y aura pas de problème puis qu'on pourrait boire ça, mais on trouve personne qui veut en boire. Et puis toi, les poissons de ton ruisseau sont morts quand même? En tout cas, moi, je suis allé marcher dans le ruisseau, j'en ai trouvé qui était mort. J'ai pas eu d'avis de la municipalité comme quoi ce ruisseau-là était rendu insalubre. On m'en a pas parlé. La municipalité qui reçoit ces rivières-là, est-ce qu'elle traite son eau avant de les envoyer dans la mer? Mais non. Ici, non plus, mon les Dieu. résidus municipaux, les égouts du village, c'est donc dans la baie là-bas. OK. Et on rit de Montréal de jeter ses eaux usées. Et juste ici, dans cette merveilleuse baie, on continue à le faire depuis des années, malgré... Puis ça met la municipalité dans une drôle de position pour aller essayer de faire des pressions pour que le jus du dépotoir ne soit pas flushé dans le ruisseau, alors que le jus de nos toilettes se flush dans la baie. Bien, je vous souhaite de recruter chez Vers Plus parce que il faut être membre. Vous avez des réunions et vous propagez des plus ou moins bonnes nouvelles, mais quand même, il y a une culture populaire à faire là qui est assez évidente. Si on se fie sur le système en place pour nous protéger, on va être déçus. On l'a vu souvent. Donc, il faut, comme citoyens, qu'on s'organise entre nous pour au moins être au courant de ce qui se passe puis se donner des moyens d'action plutôt que de réaction. Fait que oui, tout le monde est invité à être membre, c'est assez facile, juste à rentrer en contact avec nous. Bien, merci de faire la nounou de la planète ou le chien de garde des lieux. Oui, on aimerait bien pouvoir agir sur le positif puis souligner les bons coups. Actuellement, on n'en voit pas beaucoup et les mauvais coups sont assez nombreux pour nous garder pas mal occupés. Oui, les grandes entreprises s'en viennent aussi, là. Et ils vont s'amuser beaucoup sur notre territoire. On va surveiller tout ça. Merci et bonne chance. Ça fait plaisir. Je suis allée étudier en graphisme à Rivière-du-Loup. Fait que j'ai fait les arts graphiques. Je suis allée étudier en communication graphique à l'Université Laval à Québec. Et puis, tout de suite, j'ai commencé... depuis que j'étais petite, je voulais devenir illustratrice. J'ai jamais pensé que je ferais d'autres choses dans la vie que ça. Je voyais pas ce que j'aurais pu faire. Fait que ça tombe bien, c'est ce que je fais encore aujourd'hui. En sortant de l'école, j'ai pris des contrats d'illustration.
Je suis allée travailler à Paris comme illustratrice scientifique. J'ai fait un stage là-bas. C'était une très, très belle expérience. Je suis revenue, on m'a engagée pour faire des jeux vidéo à Montréal. J'ai fait des backgrounds de dessins animés, de plateformes de jeux. J'en ai amené un pour vous montrer ce que ça donnait. Moi, en tant qu'illustratrice, ça fait 18 ans que je fais ce métier-là. Donc, on m'a demandé de faire des illustrations pour des magazines, des affiches pour des festivals, des livres jeunesse, de la vaisselle même. Des ceintures. Des ceintures, oui, des vêtements, des sacs. Là, je suis sur des projets de sacoches. C'est très varié ce qu'on peut nous demander de faire. J'ai regardé tes livres. Est-ce que tout ça est toujours très coloré comme ça? Tu utilises beaucoup de couleurs chaudes, beaucoup de rondeurs. C'est très, très vivant ce que tu fais. Bien, c'est ce qui caractérise mon style. J'adore mes passions, c'est la Gaspésie, les couleurs, les animaux, le mouvement. C'est ce que j'aime illustrer. Puis le mouvement, il est dans la rondeur des sujets. Ça se peut-tu, ça? Il y a comme toujours plein de courbes, là. C'est très... J'aime entremêler les éléments du vivant, de la nature. Fait que c'est ça que j'aime les courbes. Tu as travaillé avec beaucoup d'auteurs, dont Sylvain Rivière, qu'on connaît bien ici. Bien, tiens, je vais vous montrer une image que j'aime beaucoup, qui est celle où le personnage principal, qui est Marine, dans l'histoire, ses yeux sont très importants parce que ses yeux deviennent bleus quand il fait beau puis que les bancs de poissons sont près de la côte. Ses yeux deviennent verts quand il y a une tempête qui est à l'horizon. Et au départ, je montre aux enfants justement qu'on fait beaucoup d'esquisses avant d'arriver à un résultat final. Et puis, elle devait avoir un œil de morue, Marine. Et puis finalement, en faisant le final, je me suis rendu compte que ça n'avait pas de bon sens. Elle ne pouvait pas avoir un œil de poisson, cette belle Alors, on est allé avec légendaire Marine. Fait que c'est ça. Elle a eu un bel œil de fou de bassin à la place. Est-ce que ça veut dire que tu as reçu un scénario et que tu as demandé à l'auteur d'adapter certaines choses? Non, moi, je lis le texte et puis je respecte ce qu'écrit l'auteur. Je me mêle pas de... Mais là, pour ton œil de morue, tu as fait comment pour changer? Bien, c'était pas écrit dans le texte. En fait, nous, on fait des illustrations qui illustrent le texte, mais il faut toujours essayer d'aller plus loin parce qu'on peut pas juste présenter ce qu'on voit. Il faut... Moi, j'essaie de faire rêver le lecteur. Là. L'auteur, tu le gardes vraiment en début de processus pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe? Oui, bien là, dans ce cas-ci, c'est particulier parce que l'auteur, c'est Victor Lévy-Beaulieu et puis c'est aussi l'éditeur. Okay. Fait qu'on a jasé ensemble de quoi aurait l'air le livre, là. Fait que j'étais contente de rentrer dans un univers qui était beaucoup plus sombre que les univers lumineux que j'ai tendance à travailler. Victor Lévy-Beaulieu, c'est une histoire de sorcière qui échange de corps avec une jeune fille. Parce que moi aussi, je l'aime bien. Ça me sort de ma zone de confort de peindre des personnages un peu plus lugubres, là. Et est-ce que tu fais des grosses toiles et après ça, tu ramènes ça en plus petit pour la bande dessinée? Bien, ça dépend des thèmes, mais... Dans ce cas-ci, j'ai peint sur carton. Je travaille toujours à l'acrylique de façon traditionnelle, au pinceau, acrylique sur carton pour celui-ci. Mais la liseuse de marée, je me suis fait vraiment plaisir parce que le texte me parlait tellement. J'ai fait des grandes toiles là, qui font peut-être 18 par 24 sur bois. Puis ce sont toutes des doubles pages. Fait j'ai pu vraiment m'éclater là. C'est vraiment utiliser beau. tout l'espace. Tu as chez toi, ben, je ne sais pas si c'est chez toi, mais tu as apercé un atelier boutique et c'est là que tu exposes ces toiles-là? Oui, On peut aller les voir. quand j'illustre un livre, souvent j'expose l'année d'après mes œuvres, là, les œuvres qui ont servi à faire les livres, dans ma galerie à Percé. Tu fais aussi des impressions sur d'autres livres. Ça, c'est un agenda, mais tu fais des carnets de voyage aussi. Oui, bien, je travaille avec un éditeur qui fait beaucoup de projets de papeterie. Fait que c'est intéressant parce qu'avec lui, on travaille vraiment en équipe. On développe des thèmes, puis là, il me dit, bon, ben, Mylène, envoie-moi des images pour faire des calendriers, des agendas, des cartes de souhait, des livres de recettes. Oui, c'est vrai. Ouais. Et est-ce que tu travailles sur un projet présentement?
Là, je travaille sur un livre pour les éditions Bayard qui s'appelle Charlot Tempo, qui est écrit par Émilie Deveau. C'est une jeune auteure qui a gagné la loterie des éditions, là, parce que c'est pas facile de faire éditer un livre jeunesse. Là, puis elle a beaucoup de talent, là, fait que les éditions Bayard ont accepté de faire un livre avec elle. Et moi pour illustrer une histoire de fou de bassin qui se passe à Percé. Et c'est un petit fou de bassin qui veut jouer de la musique. Fait que je vais un peu changer de technique. Je vais travailler à l'acrylique, mais aussi intégrer l'ordinateur là-dedans, faire les croquis, les dessins à la main, puis la coloration à l'ordinateur, là, cette fois-ci. Merci beaucoup, Mylène Henry. Ben, ça me fait plaisir. Les services offerts par la compagnie Overcam est essentiellement lié ici en Gaspésie à la foresterie, à l'environnement, beaucoup aux services éoliens, puisque c'est un département qui est en pleine expansion. Un des autres domaines de la compagnie est de fournir notre matériel et notre expérience pour des documentaires. Si c'est green light pour l'aller, on... T'as-tu ouvert ton écran? On utilise de plus en plus de ces machines-là en cinéma. Pourquoi on vient vous chercher, vous, spécifiquement en Gaspésie? Gaspésie, parce qu'on est la seule en fait, compagnie qui a le matériel pour ça. C'est des machines professionnelles qui coûtent plusieurs dizaines de milliers de dollars. Donc, on a un système de nacelle qui est dirigé par un cadreur professionnel, qui est souvent d'ailleurs un caméraman professionnel. Et le drone lui-même est piloté par un pilote de drone. Donc on a une équipe de 2 personnes. Vous avez travaillé récemment avec un monsieur Leblanc qui tournait dans le coin de Nouvelle. Comment vous avez procédé avec lui? Pour le cas de ce documentaire-là, qui est un documentaire de fiction, c'est un peu particulier parce qu'on avait assez l'habitude de travailler dans le domaine animalier. Là, on a été plutôt chercher des prises de vue de villages ou d'endroits très difficiles d'accès, que ce soit des forêts ou des lieux historiques. Ça demandait beaucoup plus de précision au niveau du vol, aussi au niveau de la législation. On a des autorisations spéciales pour faire ce genre de travail-là. C'est quoi les autorisations qu'il faut aller chercher? Les autorisations sont données par Transport Canada suivant le type de vol qu'on veut faire, autant dans l'industrie du cinéma que l'industrie de survol, d'infrastructures, etc. Parlez-nous un peu de votre machine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ses composantes? En ce qui concerne ce drone-là, c'est un drone de notre compagnie qui a une grandeur moyenne, qui peut soulever à peu près 6 kg de charge. Il est équipé d'une petite nacelle qui devient très intéressante justement pour le documentaire puis le cinéma. C'est que la technologie au niveau des capteurs sont de plus en plus réduites au fil des années. Donc ça nous permet de réduire notre matériel de charge sur nos drones, ce qui nous permet d'avoir une plus grande autonomie qu'il y a quelques années. Donc la particularité de ce drone-là, comme vous voyez, il y a un parachute. Donc c'est comme une obligation pour nous, si on a un problème, d'essayer de sauver notre matériel, vu au prix qu'il coûte. C'est une machine relativement puissante avec 8 moteurs, qui nous permet une très 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 grande stabilité de vol, puisque c'est en fait ça la révolution pour ce genre de machine comparé aux petits drones qu'on peut voir avec des GoPro. Comment vous gérez le vent, le facteur vent quand même, qui est omniprésent en Gaspésie? En ce qui concerne le cinéma, on a une limite de 30 km/h au niveau du vent. Dépasser un certain... Le problème est surtout les rafales ici. Donc ça ne sert à rien de tourner des images en plein vent ou en plein rafale, ça ne va pas donner grand-chose. Il y a d'autres difficultés aussi au niveau de la pluie, on ne va pas tourner quand il pleut, ou le moins possible. Donc ça c'est qu'une question au niveau des capteurs qu'on utilise. Mais encore une fois, c'est une machine qui nous permet d'être très polyvalent dans nos travails parce qu'elle est vraiment très 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 puissante et très stable.
Donc, on peut vraiment utiliser divers matériels pour divers travaux. Et la stabilité est due à ces 4 hélices ou il y a autre chose au niveau du poids qui aide à la stabilisation de l'image en plein vol? C'est des machines qui sont gérées avant tout par le GPS. Donc, il y a un autopilote qui se trouve ici à l'intérieur. Et puis, on vole par l'acquisition d'une position géospatiale dans l'espace, ce qui nous donne cette parfaite stabilité. Sauf qu'en vol de cinéma, comme on appelle, on vole souvent en mode attitude, qui est une attitude de vol qui n'est pas justement basée, au contraire, sur les GPS, mais plutôt sur un vol direct de pilote à machine, ce qui permet d'avoir un contrôle en cas de problème et puis de résoudre ce problème assez rapidement. Les vols sont planifiés à l'avance, la météo est prise en considération bien à l'avance. Donc le seul fait qui ferait qu'on ne vole pas, justement, ce serait une météo qui change très, très, très rapidement. Mais encore une fois, c'est des machines qui peuvent voler très, très, très rapidement. Donc on peut changer de site aussi très rapidement. Mais c'est clair que les vols sont essentiellement liés à la météo. Vous allez faire, si quelqu'un vous demande de tourner en plein hiver, est-ce que vous avez des possibilités? Actuellement, il n'y a plus de problème pour nous d'utiliser ces machines l'hiver. Nos batteries sont faites pour ça, en fait. En fait, le problème numéro 1 n'est plus le drone, mais les capteurs. C'est-à-dire que les caméras actuelles ne sont pas faites pour supporter des températures de X degrés sous zéro. Donc c'est en général des manœuvres qu'on fait le plus rapidement possible. Donc il faut avoir une gestion logistique sur le terrain extrêmement performante l'hiver pour réduire les problèmes liés au refroidissement des caméras. Les services qu'on a offerts ici en Gaspésie cet été ont été en partenariat avec Parcs Canada pour des tests de survol en fait de reconnaissance d'animaux pour le comptage. On l'a fait avec un drone avion. Les deuxièmes genres de travaux qu'on a fait plutôt, c'était de la foresterie. En fait, c'est un milieu actuellement qui est en train d'exploser, c'est-à-dire d'utiliser le drone avion pour faire de la photographie à basse altitude, ce qui permet de faire en fait des orthomosaïques très très précises du terrain, et puis ça permet aussi aux opérateurs forestiers de faire de la gestion opérationnelle au sol à l'année. Il y aura après-midi d'amateurs au local des Chevaliers de Colomb de New Carlisle le 15 novembre à compter de 14 h. Bienvenue à tous, c'est dans leur local habituel. Le Club de l'âge d'or de Newport organise un super bingo tous les dimanches de novembre à compter de 19h30. Les activités du Club de l'âge d'or de Newport, cartes, jeux de poche, petit bingo, auront lieu tous les mercredis de novembre à compter de 13h30. Le 76e bingo au profit de l'église de Saint-Siméon sera le samedi 14 novembre à 19h. 2800 $ en prix, dont un gros lot de 1000 $. L'entrée est gratuite et il y aura des prix de présence. L'équipe de Femmes entre elles vous invite à une conférence causerie sous le thème « L'affirmation de soi ». C'est avec Mme Karen Larocque le jeudi 12 novembre à 18h30. Noël en art les 14 et 15 novembre. Nous sommes à la recherche d'artisans qui créent eux-mêmes ce qu'ils offrent, c'est-à-dire que les produits présentés doivent obligatoirement être fabriqués à la main par l'artisan. Pour toutes celles et tous ceux qui souhaitent présenter leur dernière création, nous vous invitons à communiquer avec Mme Eliane Joseph au 752-2277, 752-2277, poste 223. Les Ballets de l'Atlantique du Canada débarquent à New Richmond le vendredi 13 novembre à 20h pour présenter un ballet-théâtre Piaf. Igor Dobrovolski et les danseurs exceptionnels du Ballet-théâtre Atlantique du Canada tentent de lever le voile de mystère, d'amour et de tragédie
qui plane sur les chansons et la vie de la grande Édith Piaf. Bears of Legend sera présenté à la salle de spectacle de Chandler le 15 novembre à 20h. Les talentueux membres du groupe Bears of Legend performeront leur nouvel album. Ces musiciens virtuoses vous transporteront dans le monde imaginaire grâce à ce tout nouveau spectacle. Et le lundi 16 novembre, ils reprendront à Passepébiac. C'est ce qui met fin à notre émission. Nous vous remercions d'être là. Au plaisir.